Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la deuxième partie sur l'histologie du ganglion lymphatique. Alors qu'on avait discuté sur la première partie le cortex surtout, donc avec la différence un peu entre un follicule d'aspect primaire et un follicule secondaire, on va aborder maintenant les deux parties qui nous restent au niveau d'un ganglion, à savoir le paracortex et la médulaire. Alors je vais revenir sur la première lame qu'on a utilisée pour la première vidéo, qui est celle-là, c'était le prélèvement au niveau du mésentère. Je vous rappelle déjà, pour les gens qui n'ont pas encore vu la première vidéo, elle est déjà disponible sur la chaîne, donc vous pouvez la voir, et d'ailleurs je vous conseille de la voir avant d'entamer cette deuxième partie. Donc je passe au fort grossissement au niveau de ce ganglion, donc de ce même qu'on a utilisé la dernière fois, pour vous rappeler les différentes couches. Et pour vous dire en fait que sur un ganglion qui n'est pas activé, ça veut dire sans stimulation antigénique, on a à trouver les trois zones qu'on trouve toujours dans un parenchyme ganglionnaire. Et ces zones sont le cortex, comme on a dit, donc toujours en périphérie on a la capsule, puis on a cet espace clair qui est le sinus sous-capsulaire, parce qu'il est situé tout simplement au-dessous de la capsule, et puis on a une zone corticale qui est faite de follicules. Ici c'est un ganglion qui est inactivé, donc on aura à voir un aspect primaire de ces follicules. On a entre les follicules, donc on a un follicule qui est ici, un autre qui est là, et entre les deux, on a aussi des éléments lymphoïdes qui sont ou bien qui vont former ce qu'on appelle le paracortex ou bien la zone interfolliculaire, voilà, ou bien la zone paracorticale tout simplement. Et puis on a la zone médulaire qui est faite d'espace. En fait, c'est les sinus de la médulaire qui sont anastomosés entre eux et qui sont séparés par des cordons cellulaires qui contiennent également des éléments cellulaires. Et en bref, en gros, le cortex, ça veut dire les follicules, il comprend essentiellement une population lymphoïde B, ça veut dire des cellules lymphocytaires B ou bien des lymphocytes B. Le paracortex, il comprend essentiellement des lymphocytes T. Et au niveau de la médulaire, on a essentiellement une population B. Donc je passe à la deuxième lame qu'on a utilisée aussi au niveau, ou bien pour la première vidéo. Et donc c'était initialement pour étudier les follicules secondaires, ce qui est représenté en fait au niveau de ces formations qui sont ovalaires. On va l'utiliser là aussi pour l'étude du paracortex et de la médulaire. Donc le ganglion, c'est tout ça, avec à ce niveau l'huile, avec la sortie du vaisseau lymphatique efférent, et on a le ganglion qui est tapissé ou bien enveloppé par une capsule qu'on trouve en périphérie. C'est cette bande fibreuse qui est colorée en éosinophile, qui est colorée en rose, donc on la voit ici, avec un petit espace, là aussi on le voit, c'est le sinus sous-capsulaire. Puis le cortex, il est représenté par ces follicules qui sont d'aspect secondaire. Le paracortex, c'est la région entre les follicules, ça veut dire cette région-là. Alors le paracortex, comme on vient de le dire, il contient essentiellement des lymphocytes T. Donc toutes les cellules de petite taille donc qui paraissent inactivées, au rapport nucléocytoplasmique élevé, ça veut dire sur lesquelles on voit essentiellement le noyau et très peu de cytoplasme tout autour. La chromatine elle est foncée, ça veut dire on a une hyperchromasie de ces cellules, c'est l'aspect normal de lymphocytes qui sont à l'état inactif. Donc c'est essentiellement des lymphocytes T. Au niveau de cette zone paracorticale, on a à voir également des vaisseaux particuliers. Alors ça, c'est un exemple de ces vaisseaux. En fait, c'est un vaisseau du secteur veineux. Plus exactement, c'est des vénules. Et leur particularité, c'est la hauteur des cellules endothéliales qui les tapissent. On sait tous qu'un vaisseau, il est tapissé par des cellules endothéliales qui sont normalement aplaties. Ou bien tout simplement pavimenteux. Ça veut dire on aura à voir essentiellement le noyau qui est projeté au niveau de la lumière. Alors là, c'est pas le cas, mais on voit qu'il y a une certaine hauteur de la cellule. Et la cellule, elle prend plutôt un aspect cubique, plutôt que euh, pavimenteux. Voilà. Donc ces vénules, en fait, on les appelle des vénules endothéliales hautes. Hautes, ça s'explique, donc c'est en rapport avec la hauteur des cellules. Donc en même temps au niveau du paracortex, on a également des cellules qui sont un peu difficiles à identifier sur une coloration standard, qu'on appelle des cellules interdigitées. Donc c'est ça en général le paracortex, voilà les différents types de cellules qu'on va trouver à ce niveau. Et il faut savoir que ce paracortex, il est surtout visible lorsqu'il est hyperplasique. Et cette hyperplasie paracorticale, on la trouve dans certaines conditions pathologiques, mais surtout quand on a un contexte d'infection virale.
Passons maintenant à la dernière zone au niveau du ganglion qui est la zone médulaire. Et comme on le voit, et comme on a vu déjà sur le prélèvement du ganglion inactivé et quiescent, c'était la présence en fait de sinus. Tout ce qu'on voit ici, c'est des espaces voilà, qui sont anastomoséés entre eux et qui sont séparés par des cordons cellulaires. Donc ce qu'on voit ici, c'est les cordons cellulaires, et puis tout ce qui est clair, c'est l'espace. Donc ces espaces, ils vont contenir de la lymphe. Donc la lymphe, elle prend un aspect en fait comme à ce niveau d'une substance qui est amorphe, ça veut dire qu'elle n'a pas de forme particulière, qui est acellulaire, donc on n'a pas de noyau à l'intérieur, donc sauf si on a la présence de cellules inflammatoires ou bien lymphoïdes à l'intérieur. Donc comme c'est le cas par exemple ici. Et les cellules qu'on va trouver au niveau des sinus, donc ça va être essentiellement des lymphocytes, ça va être aussi des plasmocytes, et on pourra trouver, mais à faible concentration, des PNN comme à ce niveau. Donc voilà un exemple de PNN, mais ils doivent être rares en fait au niveau du sinus. Alors les cordons cellulaires, eux, ils comportent des lymphocytes, et bien sûr ça doit être en prédominance des lymphocytes qui sont de type B, puisqu'on a dit que la médulaire est caractérisée par la présence d'une prédominance de cellules B. Avec ceci, on aura des plasmocytes, la cellule à ce niveau, donc avec la disposition caractéristique de chromatine qui est dite en rayons de roue. Donc on voit des rayons qui se détachent depuis la périphérie, c'est-à-dire depuis la membrane nucléaires et qui sont dirigés de façon centripète vers le centre du noyau. Et puis de l'autre côté, on a le cytoplasme. Donc voilà un exemple de plasmocyte, voilà un autre exemple de plasmocyte. Et puis, même si c'est difficile, on pourra observer des cellules qui sont en fait intermédiaires, ça veut dire des lymphocytes qui sont en voie de différenciation vers, ou bien en voie de différenciation en plasmocytes. Alors c'est ce qu'on appelle des plasmoblastes, ça veut dire tout simplement des plasmocytes qui sont encore immatures. Alors c'est des cellules qui vont, pour la majorité, migrer, donc ils vont quitter le ganglion et puis aller au niveau de la moelle osseuse, là où ils vont commencer, après avoir fini leur maturation, ils vont commencer la sécrétion d'anticorps. Donc c'était en gros les différentes zones, donc le cortex avec les follicules, la zone intercorticoïde qui est le paracortex et puis la médulaire avec ces deux parties. Donc j'aimerais vous montrer également un même prélèvement, ça veut dire toujours un ganglion lymphatique, mais sur lequel on a utilisé une coloration différente. Alors cette fois, on a utilisé une imprégnation argentique qui va nous permettre de mettre en évidence des fibres particulières qui sont les fibres de réticuline. Alors ces fibres, elles sont plus nettement visibles au niveau de la partie médulaire. Donc pour vous localiser les follicules, c'est ces structures qui sont ovales qu'on trouve en périphérie. Donc je trouve la capsule qui est là, donc qui contient également donc des fibres de réticuline, donc c'est pourquoi elle paraît en noir, pardon. Et puis on a ici la zone paracorticale, ce qu'on voit ici, et la médulaire, donc qui est l'espace le plus clair. Voilà, donc je descends au niveau de la médulaire maintenant pour vous montrer que on a, après coloration, après élimination argentique, des fibres qui sont colorées en noir. C'est les fibres de réticuline et on note également des cellules qu'on trouve au niveau du parenchyme ganglionnaire avec des noyaux qui paraissent rouges. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans la technique de cette imprégnation argentique, on a utilisé la contre-coloration au rouge nucléaire. Donc cette richesse en fait en fibres réticuliniques, on la trouve au niveau du ganglion, mais aussi au niveau d'autres organes hématopoïétiques, notamment au niveau de la rate et au niveau de du tissu en fait ostéomédulaire. Ça veut dire la moelle osseuse. Voilà. Un dernier exemple, c'est un exemple d'un ganglion. Et la particularité de ce ganglion, elle est liée en fait à sa localisation. C'est un ganglion qui est médiastinal. Et il faut savoir que les ganglions, que ce soit au niveau médiastinal ou bien liés en fait au drainage pulmonaire, le plus souvent on a observé des dépôts. Ces dépôts, ils ont un aspect noir. Alors c'est en fait des dépôts anthracosiques. Et là, j'aimerais partager avec vous une information que je trouve assez utile, c'est que dans tout l'organisme, on a certains pigments qui sont dits naturels, notamment la mélanine, l'hémosidérine, la bile et aussi la lipofuscine, mais il faut savoir qu'aucune des trois n'a une teinte qui est noire. Et même si par exemple dans des lésions mélanocytaires, on a à voir des lésions qui sont hyperpigmentées avec un aspect de la peau qui est totalement noir, le fait d'observer ces pigments sous microscope, ça révèle une teinte qui est un peu brune. Et généralement quand on observe un pigment qui est totalement noir, comme dans ce cas, sous microscope, cela veut dire
à 100% des cas qu'il s'agit d'un pigment qui est exogène. Donc ce qu'on voit ici, comme je disais, c'est des dépôts d'anthracose. Et où est-ce qu'on va les trouver? Tout simplement au niveau des histiocytes, parce que les histiocytes, c'est en fait un élément du système immunitaire qui vient pour phagocyter tout ce qui est exogène. Et donc, les histiocytes, on va les trouver où? C'est surtout au niveau de la médulaire, et ça explique en fait le fait qu'on a plus ces dépôts anthracosiques au niveau de la partie médulaire du ganglion. Alors on va agrandir pour confirmer cette information, et on voit effectivement que ces dépôts totalement noirs, ils sont au niveau du cytoplasme, et on voit bien que ça entoure le noyau qui est au centre. Donc là aussi un autre exemple, donc les dépôts anthracosiques qui entourent le noyau au centre, là aussi la même chose. Là aussi c'est la même chose. Voilà. Donc voilà, c'était le cas d'un ganglion qu'on a pris au niveau médiastinal qui montre ces dépôts anthracosiques. Donc rappelez-vous de cette info, toujours des dépôts qui sont totalement noirs en microscope. Donc ça peut être par exemple dans ce cas des dépôts anthracosiques, ça veut dire toujours exogènes. Ça peut être également des dépôts qui sont liés à un tatouage quand c'est un prélèvement cutané, mais toujours quand c'est noir, c'est à 100% des cas exogène. Et la mélanine, comme je disais, même si on a cliniquement une lésion qui est cutanée qui est totalement noire, mais le fait de l'observer au niveau du microscope, ça va révéler des pigments qui sont bruns et non pas noirs, comme dans ce cas ici. Donc on arrive à la fin pour les liens virtuels, donc je passerai maintenant à une petite récapitulation qui est assez courte. Donc le paracortex, comme on l'a vu, donc c'était la zone qui est située en interfolliculaire, donc qui contient des lymphocytes T, des vénules endothéliales caractérisées par la hauteur et l'aspect cubique des cellules qui les tapissent, et puis des cellules interdigitées. La médulaire, elle comprend deux parties, donc il y a des cordons qui comportent des lymphocytes, des lymphoplasmocytes, des plasmocytes ainsi que des plasmoblastes, qui est la forme en fait immature des plasmocytes. Les sinus médulaires, c'est en fait des cavités qui contiennent de la lymphe et qui sont anastomosées entre eux, et en même temps elles sont en continuité avec tout le réseau, si on veut dire, donc des sinus qu'on trouve au niveau du ganglion. Ça veut dire que ces sinus, ils sont en même temps en continuité d'une façon ou d'une autre avec le sinus sous-capsulaire qu'on a vu au tout début. Et voilà, donc elles sont tapissées par des cellules endothéliales qui sont aplaties cette fois, pas comme ce qu'on trouve au niveau du paracortex. Et comme élément cellulaire, au niveau de ces sinus, on trouve des macrophages, des plasmocytes, des lymphocytes et parfois, rarement, des polynucléaires neutrophiles. Les variations intéressantes à mentionner, c'est l'hyperplasie. Alors, hyperplasie qu'on trouve au niveau d'un ganglion, elle se fait souvent au dépend de la partie folliculaire. Ça veut dire, on va l'appeler une hyperplasie folliculaire, qu'on peut observer chez les sujets qui sont jeunes. Alors, chez les sujets qui sont jeunes, généralement, ça pourra ne pas poser un problème, et donc ça va survenir, et puis après une certaine durée, après la fin de la stimulation antigénique, ça va disparaître. Mais il faudrait faire attention plus chez les sujets âgés, et donc chercher une étiologie, une cause en fait à cette hyperplasie. Les pièges auxquels on devrait faire attention, c'est en fonction du siège. Alors comme on l'a vu pour les dépôts anthracosiques, c'est une entité qu'on trouve surtout sur le ganglion thoracique et pulmonaire. Pour les ganglions qu'on trouve en para-aortique et para-iliaque, ils peuvent être le siège de sclérose et de dépôt hyalin. Les ganglions inguinaux présentent fréquemment une fibrose. Et puis, il faudra faire attention parce que des fois, on a une hyperplasie qui est manifeste, qui est importante, des follicules qu'on a vus, dans un cadre réactionnel, mais qui pourra prêter confusion avec une pathologie lymphomateuse, notamment le lymphome folliculaire. D'où le grand intérêt de l'étude immunohistochimique. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, et en rapport avec ces dernières informations, je pense que je vais faire une vidéo sur l'expression de différents marqueurs sur un ganglion qui est normal. Donc j'espère que ça a été utile pour vous. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci.